Comment allier bien-être et performance durable? Bienvenue dans cette masterclass Leadership 360. La crise silencieuse du leadership. Nous allons aborder ce premier point en nous basant sur des chiffres issus d'études sérieuses menées par des organisations très crédibles. Selon le cabinet DDI spécialisé en leadership et développement des talents, 71% des dirigeants déclarent avoir vu leur stress exploser depuis leur prise de poste. 56% des dirigeants rapportent des signes d'épuisement actif selon une étude menée par Deloitte en 2025. 26% des dirigeants présentent des symptômes de dépression chronique contre 18% de la population globale. 40% des dirigeants envisagent de quitter leur poste pour préserver leur bien-être, toujours selon l'étude menée en 2025 par le cabinet DDI. 1028 dirigeants ont démissionné en 5 mois en 2025, soit une hausse de 19% par rapport à 2024. Et quelle est la cause principale évoquée? Bien entendu, l'épuisement professionnel. Selon la prestigieuse Harvard Business Review, 322 milliards de dollars, c'est le montant des pertes mondiales annuelles liées au burn-out et à la baisse de la productivité. Que nous enseignent les neurosciences sur l'effet du stress chronique sur notre cerveau? On peut l'expliquer à travers un mécanisme en 4 étapes. 1. Le stress prolongé. En état de stress prolongé, l'hypothalamus déclenche une cascade hormonale. L'hypothalamus, c'est la partie du cerveau qui est responsable de l'équilibre de l'organisme. Ainsi, le cortisol, qui est l'hormone du stress, envahit le circuit sanguin. La surproduction de cortisol altère la mémoire et diminue donc la capacité de prise de décision. 3. L'amygdale en surrégime. Quand l'amygdale est en surrégime, le cerveau émotionnel prend le dessus et en ce moment-là, nous perdons notre discernement, le sens du jugement et nous avons des réactions disproportionnées et ça peut altérer substantiellement la qualité des décisions que nous prenons. 4. Le cortex préfrontal affaibli. Le cortex préfrontal, c'est la zone du cerveau qui est responsable de la pensée stratégique, de la planification, du raisonnement, de la prise de décisions. Et quand il est affaibli, et bien entendu, la qualité des décisions aussi baisse. Quel est l'impact concret sur le leadership? 1. La prise de décisions risquées. 2. La pensée stratégique altérée. 3. La contagion du stress. Parce que les études prouvent que l'état émotionnel du leader affecte directement l'état émotionnel de l'équipe. Et 4. La perte de confiance. Parce que lorsqu'il y a une incohérence entre ce que le leader essaye d'afficher et son état émotionnel réel, eh bien, ça peut donner un coup à la confiance entre le leader et ses équipes. Point 3. La fatigue décisionnelle, ce mal invisible du dirigeant. La courbe réelle de clarté mentale d'un dirigeant tout au long d'une journée se présente comme suit. Selon des études, à 8 heures, il est à 95% de clarté, à 10 heures, 80%, donc il y a une chute déjà, et à 12 heures, autour de 62%, à 14 heures, 42%, à 16 heures, 30% et à 18 heures, 18%. C'est un fait. Et que faire face à cette réalité? Il y a 3 leviers que vous pouvez activer immédiatement. Le premier levier, c'est de réserver 90 premières minutes aux activités les plus importantes sans mélanger à autre chose. 2, c'est de décider avant de se retrouver dans un état de fatigue ou d'épuisement. Et 3, c'est de réduire la charge décisionnelle. Ce niveau-là, il y a des milliers de décisions que nous prenons par jour et donc c'est de se focaliser sur les décisions les plus importantes et déléguer les décisions de moindre importance. Donc, c'est de faire l'inventaire des différentes décisions que vous devez prendre et de voir tout ce que vous pouvez déléguer à un partenaire, à une partenaire, de manière à se focaliser sur les décisions les plus importantes à la hauteur des responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Dans ce point, nous allons parler du cadre des 4 dimensions énergétiques. Le paradigme de la personne entière nous enseigne qu'il y a 4 dimensions de l'intelligence humaine. La dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension spirituelle et la dimension mentale. La dimension physique est le fondement. Le corps est votre premier outil de production. Donc, si vous avez un sommeil de qualité, une bonne nutrition, vous faites du mouvement, vous pratiquez de la respiration consciente, vous entretenez cette dimension. Parce que sans base physique solide, les autres dimensions n'ont pas de sens, autrement dit, ne vont pas fonctionner de façon optimale. Donc, que faire? C'est veiller sur la qualité de son sommeil, avoir une bonne nutrition et faire du sport, entre autres.
La deuxième dimension, c'est la dimension mentale qui renvoie à la clarté, votre capacité à prendre des décisions éclairées, votre capacité à apprendre, votre capacité à réfléchir, votre capacité à raisonner, votre capacité à structurer vos pensées, votre capacité, bref, à fonctionner intellectuellement. La troisième dimension, c'est la dimension émotionnelle, la résilience. Cette dimension renvoie à votre cœur, notre capacité à faire preuve d'empathie, votre capacité à travailler en synergie avec les autres, votre capacité à être au service des autres. La quatrième dimension, c'est la dimension spirituelle, le sens. C'est fondé sur les valeurs. Et la conscience du sens représente le carburant dont on a besoin pour tenir dans la durée. Les études ont prouvé que lorsqu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, on est conscient du sens qu'on donne à nos décisions et à nos actions et qu'il y a un alignement entre nos valeurs, nos décisions et nos actions, eh bien, on s'épuise moins et on tient plus dans la durée. Le cinquième point, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est l'actif le plus sous-estimé par beaucoup de personnes. Ce n'est pas un luxe d'avoir une qualité de sommeil, c'est une exigence biologique pour la performance décisionnelle. Les chiffres l'illustrent. 56% des cadres dirigeants ne dorment pas 7 à 8 heures par nuit. Selon une étude menée par Executive Burnout Stats 2025, 24 heures de privation de sommeil correspond à une altération cognitive équivalente à 0,10 grammes par litre d'alcoolémie. 40% d'augmentation des décisions risquées et erronées sous privation de sommeil selon Meta-Analyse 2025. Le sommeil permet un traitement émotionnel très élevé, stimule la créativité et assure une connexion inattendue entre plusieurs concepts. Donc quelqu'un qui a un sommeil qui atteint ce niveau-là régulièrement voit son intuition et sa créativité booster à un niveau exceptionnel. Donc le sommeil n'est pas un temps mort, c'est le traitement batch que le cerveau fait pendant qu'on dort et ça permet de reconfigurer, de consolider tout ce qu'on a appris ou fait durant la journée et c'est pourquoi il est très important. Donc dormir n'est pas une perte de temps, mais ne pas dormir, c'est de réduire la qualité de son temps. Le point 6, c'est l'exercice physique, ce médicament cognitif gratuit qui existe. 3 mécanismes cérébraux sont activés par l'exercice physique même modéré. Un, le BDNF, qu'on appelle aussi l'engrais du cerveau. Il permet de générer littéralement de nouvelles neurones et de stimuler le cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui est responsable de la planification, de la prise des décisions. Donc, ça booste le fonctionnement du cerveau dans le cadre de la prise des décisions. 2, c'est la dopamine et la sérotonine. L'activité physique augmente la concentration, mais également augmente notre niveau de motivation, notre capacité à nous focaliser. Donc. Et la sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur, de l'émotion, se trouve aussi boostée. Et donc, l'exercice physique permet à la sérotonine d'être boostée et donc de donner plus de chance à nos émotions d'être positives et de s'exprimer conformément à ce que nous souhaitons. 3, le flux sanguin aussi s'améliore et donc l'équilibre global du corps se trouve boosté. Le 7e point, c'est la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de supprimer ses émotions, mais de les réguler. Il y a un mythe autour du leader impassible, dire que le leader ne doit pas montrer ses émotions, cacher ses émotions. Non, il y a un conflit entre ce qu'on est en interne et ce qu'on essaye d'afficher extérieurement. Et ça se ressent. Les collaborateurs le ressentent. Et le fait de vouloir être ce qu'on n'est pas constamment, ça altère la confiance entre le leader et ses collaborateurs. Et pire encore, c'est que ça consomme énormément d'énergie et sans forcément placer le leader dans une posture de productivité maximale. La régulation est le vrai outil du leader. Ça passe par le fait de prendre conscience que l'émotion existe, donc nommer l'émotion, mais également utiliser ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque par la pratique de la respiration consciente. Et le 8e point, c'est la nutrition et l'énergie cognitive. Le cerveau mange 20% de l'énergie totale du corps, alors que le cerveau ne représente que 2% de la masse du corps. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans son quotidien de la complémentation alimentaire naturelle qu'on ne trouve pas forcément dans nos assiettes?
Le dernier point, c'est le sens de l'alignement qui est en sorte le carburant profond. Les leaders les plus performants ne sont pas les plus motivés, mais ce sont les plus alignés. Il est très important qu'il y ait un alignement entre vos valeurs, vos décisions et vos actions. Parce que par ce processus, vous vous donnez beaucoup de chances d'être dans ce qu'on appelle votre zone de génie. Selon une étude menée par Guy Hendricks dans son livre Big Leap, il dit qu'il y a 4 zones dans lesquelles on peut se retrouver. La première zone, c'est la zone d'incompétence. C'est lorsque on fait mal ce qu'on fait et que d'autres peuvent faire mieux que nous. Ça, c'est la zone d'incompétence. La deuxième zone, c'est la zone de compétence. C'est ce qu'on fait bien et que tout le monde et que les autres aussi font bien autant que nous. Il y a la zone d'excellence, c'est ce qu'on fait très bien et pour lequel les gens nous apprécient. Et souvent, il y a un piège parce qu'on nous apprécie, on reste là-dedans. Mais il y a la zone de génie. C'est ce qu'on fait plus que tout le monde de façon exceptionnelle qui nous distingue. Et ça, on le construit par une conscience de qui on est, de nos valeurs, de ce qui nous passionne et de ce qu'on sait faire naturellement sans se fatiguer. Quand on est dans la zone de génie, on est créatif. Quand on est dans la zone de génie, on n'a pas l'impression de travailler, on est dans le flow. Et donc, c'est la zone idéale dans laquelle on peut se retrouver. Mais pour se retrouver là, il faut la conscience du sens de ce qu'on fait, la conscience de soi, la conscience de nos aspirations, la conscience de nos valeurs et s'assurer qu'il y a un alignement de tout ceci. Je vais partager avec vous 4 pratiques concrètes pour assurer un alignement. D'abord, clarifier votre pourquoi opérationnel, pourquoi vous faites ce que vous faites. 2, auditer l'alignement valeur-agenda. Est-ce que périodiquement, est-ce que ce que j'ai fait correspond à mes valeurs? Et 3, identifier vos zones de génie, comme je viens de dire. Qu'est-ce que vous savez faire plus que tout le monde, en tout cas la majorité, pour lequel vous avez un talent naturel et que vous aimez faire. Vous n'avez pas l'impression de travailler quand vous le faites. Donc, identifier votre zone de génie. Et 4, avoir un rituel de reconnexion quotidien. C'est de faire une petite pause et se demander est-ce que mes actions sont en cohérence par rapport à mes valeurs et par rapport à ma vision. Si cette problématique vous parle et que vous voulez aller en profondeur, j'organise des sessions de coaching stratégique au cours desquelles nous faisons le point de votre niveau d'énergie aujourd'hui et où vous êtes, où vous voulez être, quel est le gap. Et nous mettons en place un plan d'action concret pour vous aider à aller à un autre niveau énergétique sur le plan physique, émotionnel, spirituel et sur le plan mental.